Bonjour à tous, nous retrouvons tout de suite Benoît Jacques, notre grand ours. Mais d'abord, une petite surprise, on va regarder un extrait d'un autoportrait filmé en 2009 par Benoît Jacques. Jakowsko, Tiberos, Nafoloch, Osdore, de Scarvajo, de la Influences Osteri. Każdy fast tabor, das Tibor nicht volabalide. Las Tiborjon, i Prostibov, ne Nestara, de Gonjone Meneda. La Stevadijem Badut, Ogorost, Varsti Dalagide, et Las Bodoch, et Krutstibi, for Lolach. Davot, boš tofri les počover zdelili boštini? Los bodoj porfnočili o zbariđenja. Davot. Mi spovedeš, la porstošti, le fusturo, en smorodido. Geriš ka bačodi, la fustnobari, la stovri, do nestobo? Las podust, les dibidiš, gordoda, Gurdudu, lev postude e kofsochol de bodillo. E la pochus e cada judo, la pototort estubodjugudop estubon loporost. E la forchot le kostu de bodit voroch brut, da kochoto voda dedech no vodo do de diom. Este borojo. Da postuverdisja, mos no foni le posturtucciure te postuveri. Le ste postudori ci siaf bo pigna fadiosi da bo. La Jof bo stodo nisto fordice bo so finendo bo steveri. Forcieste podice da passorti, ma to stor de parogi le cactorciu pitista po tistina mod distinere. La prostina. Lomislik porcet capox te fote le des boseur des dodier de forazina modi da vostina bosudes. Voilà, l'important dans le vie, c'est de ne pas être dans le cadre. Cette vidéo, elle a été réalisée en 2009 à la demande du Salon de Montreuil qui demandait aux artistes de faire des autoportraits filmés. Et il y a une grande histoire entre Benoît Jacques et le Salon de Montreuil puisque tu as reçu à l'époque, ça s'appelait le Baobab pour la Nuit du Visiteur, un très très beau livre qui est une espèce de variation sur le thème du petit chaperon rouge, mais la grand-mère n'ouvre jamais la porte puisqu'elle est sourde comme un pot. Et il y a eu encore, tu es souvent venu au salon, en 2019 tu fêtais les 30 ans de ta maison d'auto-édition Benoît Jacques Bougre, on en reparlera. Aujourd'hui, Grand Ours, toi qui es presque l'âme de ce salon, qu'est-ce que ça te fait d'être Grand Ours aujourd'hui? C'est très émouvant. C'est une reconnaissance évidemment absolument incroyable à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. Et je dis ça de façon tout à fait simple et directe. J'ai toujours fonctionné, on va dire, plutôt dans la marge. Cette aventure d'auto-édition implique un type de fonctionnement qui, évidemment, n'est pas habitué à se retrouver sous les projecteurs. J'ai pendant très longtemps fonctionné avec un minuscule petit réseau de libraires puisque je l'alimentais moi-même un peu à la manière d'un colporteur en emmenant mes bouquins, en allant les montrer à gauche et à droite. Donc par la force des choses, c'est un système qui est, on va dire, presque un peu confidentiel. Enfin, ça se passe dans les marges. Et du coup, être Grand Ours, c'est non seulement remarquable en soi, mais j'ai envie de dire pour quelqu'un comme moi, c'est une façon d'exprimer que ça a été vu quand même. Ça a été vu en dépit de ce que j'aurais pu penser moi-même.
Et c'est évidemment assez merveilleux, d'autant que même si les choses dans ma tête ne se sont pas forcément énormément arrangées par rapport à ce que vous venez de voir sur cette vidéo, je suis plus tout jeune, donc c'est joli. C'est joli de recevoir ça à ce moment-ci de ma vie. Bien sûr, mais justement, on va revenir, en tout cas, peut-être pas tout de suite à l'époque où tu étais petit, même si tu es encore petit, mais ce choix de l'auto-édition, parce qu'après tout, comme tu as une carrière très longue, et on n'aura pas le temps ici de faire le tour de tous tes bouquins, parce que rien qu'en auto-édition, il y en a peut-être au moins 70, enfin presque une petite centaine, si on compte toute cette panoplie de techniques, de formats, de ton côté artiste bricoleur à tout faire. Mais peut-être nous expliquer comment ça a démarré. Alors, je ne transforme pas l'histoire au fil du temps, mais disons qu'au démarrage, c'est là où mon idée par rapport à ça a probablement changé au cours des années. Mais au démarrage, c'est quand même une aventure qui a démarré presque par dépit, on va dire. J'ai débuté ma vie professionnelle en Angleterre, où j'ai vécu une douzaine d'années. Et j'ai eu la chance d'être formé par 2 années, les 2 premières années dans un grand studio de design graphique, où j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de très indépendant, que j'avais beaucoup de mal avec la hiérarchie. Et assez vite ensuite, ayant toujours eu un grand besoin de dessin, de m'exprimer par le dessin, j'ai entamé une carrière, on va dire, d'illustrateur de presse. Mais avec toujours une grande fascination et une grande obsession envers la publication et le livre. Et donc, les premiers projets que j'espérais me faire éditer ont finalement, de façon un peu systématique, rencontré un type d'opposition de la part des quelques maisons d'édition que j'ai approchées à l'époque, me faisant voir d'une part que cette part de nous-mêmes qui consiste à notre propre enthousiasme, notre propre foi dans nos propres idées, à force de se heurter à des refus, s'émousse très vite. On est tous comme ça, on est tous fragiles. Donc quand quelque chose auquel on croit ne rencontre pas beaucoup de résonance à l'extérieur, on aurait tous tendance à très vite ne plus y croire. Et donc, assez vite, je me suis dit, surtout avec le premier projet qui a constitué le début de cette aventure d'auto-édition, je me suis dit, si tu continues de montrer ce truc-là et que systématiquement on te dit ce qu'on me disait, on ne sait pas à qui ça s'adresse, tu finiras par plus y croire toi-même et abandonner la chose. Et donc, du fait de cette formation dans les arts graphiques, le fait qu'au travers de cette expérience dans ce studio, j'avais toutes les clés en main, je savais quels étaient les documents à fournir dans l'éventualité de faire imprimer quelque chose. J'ai simplement approché un imprimeur, fait une demande de devis et puis sauté dedans, quoi. J'ai rassemblé les sous nécessaires et j'ai fait une première publication. Voilà, avec mes propres deniers, avec une idée aussi très claire en arrière-plan, qui était que finalement l'étape la plus difficile, c'était d'avoir rassemblé assez de sous pour imprimer un premier livre. Et donc, du coup, je me suis tout de suite dit, s'il y a des ventes qui se génèrent, s'il y a des sous qui reviennent des ventes, il ne faut surtout pas les utiliser pour acheter des spaghettis ou aller au cinéma, mais plutôt les réinjecter dans les prochains projets, quoi. Et donc, pendant de nombreuses années, on va dire que l'aventure d'auto-édition a fonctionné presque en autarcie, quoi. Je vivais de mon dessin de presse, je faisais vivre ma famille avec ça, et les ventes des livres servaient à générer d'autres projets d'édition. Ça, c'est le côté businessman.
businessman à la marge qui t'a permis la liberté, mais c'était aussi pour produire des livres qui sont inclassables peut-être d'un point de vue éditorial commercial, parce que c'était de la poésie graphique. Ton premier livre, c'est Play It by Ear. Play it by ear, c'est toi qui me l'as appris, donc ça veut dire jouer à l'oreille, mais ça veut dire aussi, c'est une expression idiomatique qui veut dire qui vivra verra. Et c'est un livre de partitions dessinées, injouables, mais totalement écoutables, encore une fois, par le regard. Et c'est quand même comme un espèce de postulat de ce qui va se venir ensuite, de toute cette forme, foisonnement de toutes les formes et les formats graphiques. Et ce qui se pose quand on regarde ton œuvre, justement, ces jeux de mots, ces jeux de formes, on se dit, quel est le point de départ, l'image ou le texte ? Alors ça c'est très mystérieux parce qu'il n'y a évidemment pas de recette. Je crois de ce point de vue-là, on peut interroger absolument toutes les créatrices et créateurs qui s'intéressent à l'expression, qu'elle soit écrite, dessinée, filmée, peu importe. Il y a quelque chose à l'œuvre qui relève un peu du mystère, en tout cas pour moi. Ça peut être des notes, quand je dis des notes, pas forcément des notes de musique, hein, des notes qu'on prend, des choses qu'on voit. Il y a évidemment cette idée qui, moi, m'est très importante, c'est que personne ne vit, ni ne crée, ni ne fait quoi que ce soit dans une espèce de vide intersidéral. Nous sommes tous évidemment interconnectés d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi ce qui me fait dire que revendiquer les choses qu'on fait à quelque chose d'assez idiot. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques. On est traversé, tous et toutes, constamment, aussi bien par les choses qu'on fait que les choses qu'on reçoit. Et donc, du coup, voilà, à un moment donné... pour ce premier livre, je me suis emparé. Alors, vous expliquez pourquoi je n'ai pas forcément les clés, mais j'ai eu envie d'exprimer quelque chose au travers de ce langage, de cette convention visuelle qui est la musique. Qu'on soit musicien ou pas musicien, n'importe qui regarde une partition musicale sait qu'il regarde de la musique. Donc déjà ça m'interpellait à l'époque. Et donc j'ai eu envie de jouer avec ce code pour en faire quelque chose de drôle qui, comme je le disais, aux yeux des quelques maisons d'édition que j'ai rencontrées à l'époque, on ne savait pas à qui c'était supposé s'adresser. Donc voilà. Mais donc, c'est savoir d'où viennent les choses, c'est très bizarre, c'est très mystérieux. Alors, ça peut être aussi vraiment déclenché par des tout petits détails dont on n'a même pas forcément conscience, je pense. Voilà. Tu dirais que le moteur, parce que tu as parlé du langage, de cette création de langage qui permet à chaque support de refaire une expérience sur le langage, mais surtout, tu as parlé de jouer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux aussi dans les livres que tu fais. Je pensais sur des langages, par exemple, il y en a un très très beau qui s'appelle Oiseau Kong, qui est réécrit en phonétique, un peu un poème à la Lao Tzu. Il y a aussi les lettres d'amour, des lettres d'Égypte. Donc c'est Champollion qui écrit à Rose, son épouse. Est-ce que c'est cette dynamique de jouer, de drôlerie, comment tu œuvres avec ça ? Je pense que je suis extraordinairement connecté à ma propre enfance. Ça, c'est la première des choses. Or, l'enfance, c'est le moment du jeu. Et le jeu, J-E-U, évidemment, mais le jeu aussi, sûrement. Les enfants jouent, et le jeu, c'est leur vecteur de développement intérieur, cognitif. Enfin, tout ce qu'on veut passe par le jeu. Donc, le jeu, c'est
précisément pas de la rigolade. On peut beaucoup rire en jouant, mais c'est pas de la rigolade au sens que c'est capital. Par rapport au dessin, simplement par rapport au dessin, par exemple, tous les enfants, tous les humains sont des dessinateurs nés. On a tous dessiné. Et ça me fait toujours beaucoup rire quand j'entends les gens qui disent « moi je dessine depuis que je suis tout petit ». Ben, rien de nouveau sous le soleil, on a tous dessiné. La question serait plutôt de savoir pourquoi on arrête, pourquoi on abandonne. Parce que autant que par le langage, le babillage des nouveau-nés, les gribouillages des petits-enfants, que moi je considère comme l'essence même du dessin, dessiner c'est ça en fait, c'est prendre conscience qu'on laisse une marque et que cette marque elle change tout. Le bébé qui griffonne dans le volume de la Pléiade de son papa va évidemment un petit peu le décevoir peut-être, mais en attendant, lui, il est tout à fait conscient que quelque chose a changé. Et donc, il faut prendre ça, d'après moi, très au sérieux. Et moi, je me sens encore énormément lié à ces idées-là, précisément, de jeu. Et du coup, dans mon ambition, on va dire, de monsieur qui s'est auto-édité, finalement, jusqu'à présent, toute sa vie, j'espère que ce n'est pas fini, mais on verra. Parce qu'une grande ours, ça fait un peu, parfois, penser que ça sent le sapin. Hein, donc, il faut se méfier. Mais mon idée a toujours été que chaque livre, c'est le prétexte pour un nouveau jeu, précisément un nouveau jeu. Donc, j'ai jamais pensé que c'était très malin, parce qu'un jeu aurait réussi, de faire l'épisode 2 du jeu, quoi. Moi, j'aime bien que reposer sur la table la question de ce jeu comme quelque chose à réinventer chaque fois. Voilà. Il y a un petit texte que tu m'as fait lire, que tu as écrit au moment des 30 ans de la maison d'édition, où là, tu réponds à la question à laquelle tu n'as pas voulu répondre à toi-même, d'ailleurs, à Benoît Jakowski. Là. C'est effectivement, tu es né ton père, avant d'être journaliste, a été libraire, ta mère était artiste, donc tu es né dans les livres, mais tu es allé sortir des cartons le début. Les éditions Bibi, toute cette espèce de genèse de toi enfant qui te dessinait d'ailleurs en Jojo la plume, tu en as fait ensuite des BD. Moi, ce que je me disais en lisant ça, c'est que voilà, l'enfant, il joue, mais il est tellement dans son désir de faire qu'il est presque mégalomane. Tandis que dans toute ta démarche à la marge, en auto-édition, il y a une volonté de rester modeste par rapport à un monde qui peut-être se prend trop au sérieux aussi. Bon, alors vous l'avez compris en voyant cette petit extrait de cette vidéo là au début de notre entretien. Bon, j'attache beaucoup d'importance à l'idée d'être capable de me moquer de moi-même. En tout cas, quand on nous avait proposé à plusieurs auteurs et autrices de faire un portrait filmé, la dernière idée que j'aurais pensé être la bonne, c'était de dire, ben voilà, je m'appelle Benoît Jacques, je fais des livres depuis toutes ces années, vous vous rendez compte, gna gna gna, ça n'a absolument aucun intérêt, même pour soi-même. Donc, alors, il est possible que derrière ça se cache aussi un péché d'orgueil. Hein. Je suis pas exempt d'égotisme et tout ça. Mais précisément, comme tu le rappelais, cette connexion à l'enfance et voir à 67 ans que quand j'avais 8-9 ans, j'ai eu envie de faire un journal auquel j'ai donné le nom de Début. Il y a eu, je vous rassure tout de suite, il n'y a eu que 5 numéros du Début et ce journal consistait en 2 pages, 2 feuillets à 4 pliés en 2, donc voilà, un petit 8 pages. Dessiné, écrit à la main, mais dans lequel il y avait des horoscopes, il y avait de la publicité.
je sais plus tout quoi, enfin bon bref, et que j'ai appelé pour faire ce journal, j'ai donné un nom à la maison d'édition qui publiait ce journal à exemplaire unique évidemment, hein, fait à la main, donc j'ai appelé ça les éditions Bibi, bien sûr qu'il y a déjà beaucoup de mégalomanie présente, le fait qu'après ça devienne Benoît-Jacques Books, on voit que j'ai pas beaucoup avancé hein, de ce point de vue-là, mais je pense que en même temps, c'est qui nous sommes. Nous sommes là tout de suite. Je suis maintenant grand-père de deux petites fausses jumelles. Et donc, le fait qu'elles soient fausses jumelles, c'est formidable, parce qu'elles sont vraiment très différentes déjà physiquement, mais complètement différentes au niveau de leur tempérament. Elles ont 2 ans et demi, mais on voit 2 personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je pense que ben voilà, on est tous comme ça. On est là du jour qu'on arrive sur Terre. Nous sommes déjà une petite personne et après, bon, suivant les parcours, on évolue comme ci, comme ça. Mais oui, je pense qu'on est tous, jusqu'à la fin de nos jours, reliés à ces premiers temps. Mais c'est vrai aussi que ces livres, finalement, maintenant que tu as la Grande Ourse, tu disais qu'on était traversé par ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, Monsieur Grand Ours met un petit ours de Pompon comme une référence aussi à l'histoire de l'art qui te nourrit. Mais voilà, quand on fait des livres, c'est aussi pour les donner aux autres. Même si tu disais que dans le commerce, ils ne voyaient pas très bien où ça allait se situer, ils auraient pu chercher aussi. Mais c'est des livres qui s'adressent et les enfants les aiment aussi, tes livres. Même si le premier que tu fais strictement en exercice de genre pour un livre pour enfants, c'est pour parodier en fait le langage bêtifiant des enfants. Mais tu crées par ta sincérité, mais pour t'adresser à qui? Comme un cadeau? Comment tu vois le public de tes livres? Alors, j'ai un petit peu fait sursauter Sylvie Vassallo l'autre soir lors d'une émission télé, la première émission télé que j'ai faite dans ma vie. Ceci est la seconde, c'est des grands moments que nous vivons ensemble. Parce que j'ai exprimé le fait que pour moi, par exemple, le concept de littérature de jeunesse veut pas dire grand-chose. Alors, j'ai compris pourquoi ça existait, mais d'après moi, c'est précisément le type de fonctionnement lié à l'idée du commerce. Nous sommes évidemment dans un monde de commerce, et j'étais très content que tu exprimes la facette homme d'affaires qui me concerne aussi, évidemment, parce que sans ça, ça n'aurait jamais tenu toutes ces années. Mais quand on crée des choses, c'est, d'après moi, très dangereux, très très dangereux de trop s'intéresser à ces notions de commerce. Et dans le cas qui nous occupe, par exemple, ici, dans ce salon de littérature de jeunesse, parce qu'en réalité, d'après moi, comme nous sommes des êtres d'émotion, les concepts commerciaux, on n'en a rien à battre. Je veux dire, dans nos relations aux objets, on n'en a rien à battre. Je suis sûr que parmi les gens qui sont ici près de moi, 99% d'entre nous ont acheté des livres pour nous, parce qu'on les aimait, supposément pour les 3 à 6 ans, par exemple. On fonctionne, et c'est justement ce en quoi cette histoire, on ne sait pas à qui ça s'adresse, n'avait en réalité de sens que par rapport à une conception du commerce. Mais dès qu'on se met en marge de cette conception-là, mais ça s'écroule complètement. J'ai dit l'autre soir sur cette émission, j'ai dit par exemple, quand on va dans un musée, la question de peinture pour la jeunesse n'existe pas. Hein, mais dans un musée, on est un peu hors commerce, puisqu'on est là pour admirer des choses du passé, etc., qu'on sait par définition qu'on ne possédera pas. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours pensé que
quand on est créateur, si on s'intéresse à l'idée des processus de création qui en eux-mêmes sont tellement complexes, tellement bizarres, qui nous font passer d'un enthousiasme débridé au désespoir le plus noir, parce que dès qu'on est dans ce processus, c'est compliqué. Si en plus on doit se dire « Ah oui, mais là je suis en train de faire un livre pour les enfants de 3 à 6 ans », ça fausse tout. D'après moi, ça fausse toute l'idée même de la création, quoi. Et donc, bon, alors ça c'est moi, hein, je suis en train d'exprimer ce qui est important pour moi. C'est pas forcément important pour tout le monde, mais quand je parlais de danger il y a 2 minutes, c'est vraiment parce que je vois aussi sur un salon comme ici, on le voit tous, il y a la notion autre qui est de dire « Ah, ça c'est une chose qui marche ». Donc, on va se mettre à faire des choses dans ce moule-là. Bon, moi, je suis évidemment extrêmement rétif à l'idée du moule. Oui, et d'autant plus que finalement tu le montres parce que cette auto-édition t'oblige à faire finalement des tirages modestes. On est sur des objets qui sont très diversifiés. Qui permettent aussi d'aller au-delà du livre, que tu ne t'interdis rien. Et je suis même pas sûre, à chaque fois que tu parles de plus de créateurs que d'artistes, finalement, avec quelque chose de très poétique, mais dans le pragmatique. Et juste parce que le temps file, évidemment, on n'arrête pas de... Tu as eu les 30 ans de ta maison d'édition, aujourd'hui tu es une grande ours. Voilà, cette démarche rétrospective sur ton œuvre, ça t'emmène où vers des livres funéraires, vers des testaments, ou au contraire, où tu iras demain? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on parle de livres, mais le livre est, dans mon cas, enfin, une sorte d'excroissance d'un ensemble de choses qui vont dans des directions qui sont très diverses et qui parfois ne vont absolument même pas vers le livre. Moi, je suis un grand adepte du bricolage. Et le bricolage, c'est pour moi une façon très noble d'approcher la création parce que c'est à la fois modeste et c'est en même temps plein d'ambition. Le bricoleur, c'est quelqu'un qui sait qui n'est pas vraiment l'homme de la situation tout à fait, mais en même temps, il prend sur lui d'essayer de faire comme. Ça va probablement un tout petit peu rater, mais il y a cette espèce de, justement, d'enthousiasme initial qui est magnifique. Et d'ailleurs, j'aime bien ce néologisme de parler de bricolard, c'est-à-dire de cette espèce d'association entre l'ambition énorme de l'artiste et la modestie du bricoleur. Et je pense que ça me correspond assez bien. Donc, j'irai sur ces chemins-là. Je continuerai sur ces chemins-là. Bah, ça me fait penser au logo de Benoît Jacques Bouc, hein, qui est quand même ce monsieur, ce petit personnage en équilibre sur son monocycle. Et ce qu'il y a dans le bricolard, finalement, c'est l'indécision, ce que tu disais, le raté, la réussite qui contient l'échec, l'art de trébucher, en fait. Et je crois que c'est ce qui fait le bonheur d'avoir une surprise, en fait. À chaque fois qu'on découvre un de tes livres, il y a toujours une nouveauté, un nouveau rebond, une nouvelle expérience. Et c'est pour ça que je te disais qu'on attend toujours que tu nous fasses quelque chose de nouveau ou que ce soit même à travers des sculptures que tu as pu faire. J'espère que vous avez apprécié ce moment, en tout cas autant que moi. Mais je remercie la télévision du Salon. Vous pouvez retrouver aussi après sur la chaîne YouTube ce moment qui sera podcastable d'ici très peu. Merci.